Bonsoir à tous déjà. Négawatt en quelques mots, c'est bien une association nationale. Alors pas que de professionnels de l'énergie, tout un chacun peut adhérer à Négawatt, parce que la particularité c'est qu'on adhère à Négawatt à titre personnel et pas au titre de nos diverses institutions et bureaux d'études. Donc en effet, mais on va le voir un petit peu à l'avancement de la présentation, Négawatt est connu pour la réalisation de ces scénarios énergétiques, qui sont des scénarios alternatifs aux scénarios officiels, qui sont souvent des scénarios tendanciels, qui se basent sur le fait qu'on a toujours consommé plus d'énergie d'année en année et qui en sera ainsi jusqu'à la fin de l'année. Et donc, comme il a été dit en introduction, aujourd'hui on rencontre un certain nombre de crises énergétiques, climatiques et sociales qui font qu'on ne peut pas penser demain comme on a pensé jusqu'à maintenant. Donc je vais vous présenter assez rapidement le scénario pour essayer derrière un maximum de temps pour des questions et du débat. Voilà. Et sinon, donc, moi je fais partie de Négawatt et à titre professionnel, c'est le bureau d'études Terra Énergie, qui est un bureau d'études énergétiques et éco-construction dans les Vosges et qui travaille que sur des projets basse et très basse énergie avec des matériaux écologiques. Alors, bon, constat, petites images, ça ne sert à rien de faire un long discours. L'énergie, le gaspillage d'énergie, c'est un questionnement très récent. Une excellente preuve, vous voyez la température qu'il fait dans cet amphithéâtre. Je ne pense pas que ça soit justifié, et ce serait certainement un gros problème de régulation de chauffage, et ça n'empêche personne de dormir que dans cet amphithéâtre, il fasse une chaleur à mourir, alors que par ailleurs, on utilise un combustible pour fournir cette chaleur. Donc on l'a sous différentes formes, évidemment. Le chaud, comme on le voit sur ces photos, production d'électricité, c'est la souris, on ne parle plus, bon, c'est pas grave, vous ne verrez pas. La production de froid avec les groupes clim et bien sûr la mobilité. On parlait de gaspillage d'énergie, on voit aussi la dépendance à la technologie et à l'ordinateur. Et oui, donc le gros souci, ce sera ce qu'on appelle la ruée vers le dernier bidon, qui pourrait arriver à un horizon pas si lointain. Et donc, il y a un tout petit problème d'affichage. Ouais, ça c'est dommage. Tant pis. Vous auriez vu ce que c'était que le numéro 5 de Brent, qui pourrait devenir aussi célèbre que le numéro 5 de Chanel. On va aborder un peu les questions énergétiques. Donc, je disais tout à l'heure, on a une triple crise, une crise énergétique, une crise écologique au niveau changement climatique, et qui induit des deux une crise sociale. Les ressources qu'on a considérées pendant très longtemps comme inépuisables, c'est même la base de l'économie. L'économie considère que les ressources sont inépuisables et gratuites, et que c'est le fait de les transformer qui donne de la valeur économique aux choses. Or, on se rend compte que ce postulat est complètement faux. Et si on regarde aujourd'hui la consommation énergétique mondiale, là qui est répartie en charbon, pétrole, gaz, nucléaire, hydraulique, biomasse et solaire, en 1973 et en 2002, si on rajoutait encore des chiffres actualisés, on serait encore plus élevé, on est à 86% d'énergie d'origine fossile ou fissile, sachant que le nucléaire, ce n'est pas une énergie renouvelable. On dit que c'est une énergie avec peu d'émissions de CO2, mais tout sauf renouvelable. À partir du moment où on n'a plus d'uranium fissile, on ne peut plus faire fonctionner les centrales nucléaires. Et les énergies renouvelables représentent 14%, en sachant que c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les vieilles énergies renouvelables, c'est-à-dire l'hydraulique et la biomasse. Tout bêtement, c'est essentiellement le bois, la combustion du bois, qui fournit environ 14%. Si on regarde ce que certains appellent les nouvelles énergies, le solaire, l'éolien, la géothermie, c'est moins de 1% de la production mondiale. Donc ça reste tout à fait anecdotique. Un point très important, c'est que ce qui fait qu'on est certain que le prix du pétrole, du baril, et de toutes les énergies fossiles associées, comme le gaz naturel, sera en augmentation constante. La raison elle est simple, elle est géologique. C'est ce qu'on appelle le pic de Hubbert, qui était quelque chose de très peu connu il y a quelques années, qui maintenant est un petit peu plus célèbre. Le pic de Hubbert prévoit tout simplement que dans l'exploitation d'un gisement géologique d'hydrocarbures, tous les puits de pétrole suivent en fait une évolution de production similaire avec une courbe en cloche. Et en fait, King Hubbert, qui est un géologue qui a travaillé pour des compagnies pétrolières, est très célèbre parce qu'en fait, il a appliqué son modèle de courbe en cloche qui est valable pour un puits de pétrole
Quand on somme l'ensemble des puits de pétrole d'un champ pétrolier, ça redonne encore une courbe en cloche. Et quand on somme l'ensemble des champs pétroliers d'un pays, ça donne encore une courbe en cloche. Et si on somme l'ensemble des réserves pétrolières mondiales, ça donnera une courbe en cloche mondiale. Et il est très très célèbre pour avoir prédit, en fait, au début des années 60, que le pic pétrolier américain serait atteint en 1970. Et si on regarde la courbe en bas, c'est le pic en gris, c'est les États-Unis. C'est la courbe de production des États-Unis. Et il se trouve qu'en fait, il a été atteint en 1971, ce qui a complètement prouvé sa théorie. Et même si derrière, il y a eu beaucoup de déni sur l'atteinte du pic mondial, le pic mondial étant la somme de l'ensemble des courbes de chacun des puits de pétrole, des champs pétrolifères, on a la liste, là, je ne sais pas si c'est lisible, de l'ensemble des pays qui ont atteint leur pic pétrolier et l'année d'atteinte du pic pétrolier. Donc quand vous voyez la liste des pays, on a la plupart des gros producteurs mondiaux de pétrole. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à peu près sûr que le pic pétrolier de l'Arabie Saoudite était atteint en septembre-octobre 2008, qui a été le début juste le début de la crise, pas énergétique, mais de la crise économique. Alors évidemment, on nous dit qu'il y a des solutions durables, voilà, 25 000 ans minimum, mais ça c'est pour la durée de vie des déchets, c'est pas pour la ressource en énergie. Comment... Alors, petit point important, on va parler un peu d'électricité avec un petit point d'actualité. Il y a eu beaucoup de médias qui ont parlé du problème de pic de consommation énergétique, consommation électrique, pardon. Donc Negawatt a un peu travaillé sur cette question-là pour rendre un rapport qui a été rendu public et disponible sur le site. Ça, je vous dirai quand on sera un peu plus dans le scénario. Mais tous les documents qui sont présentés là sont accessibles sous des formes un peu différentes au niveau du site internet de Negawatt. Donc il y a eu un travail sur le pic pour essayer de comprendre cette particularité française qui fait que chaque année, on a une augmentation du pic maximum de consommation électrique et qui génère une énorme différence de consommation dans la journée. Donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu ici. Je ne veux pas vous détailler énormément la chose, mais c'est quand même assez intéressant de comprendre pourquoi le système qui est basé essentiellement sur un gros parc nucléaire a beaucoup de mal à suivre les demandes énergétiques. Donc si on regarde depuis 1981 à 2009, on a en bas en jaune la consommation maximum des mois d'été et en rouge la consommation maximum des mois d'hiver. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a une augmentation de 1600 MW chaque année, c'est-à-dire presque un réacteur nucléaire et demi d'augmentation de consommation de pic chaque année. Et on voit bien la variation saisonnière qui fait qu'il y a des gros problèmes d'adaptation de puissance. Voilà, l'écart entre la puissance maxi hiver et été a augmenté pour atteindre 21 400 MW sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est phénoménal, c'est quasiment 20 tranches nucléaires, 20 réacteurs nucléaires. Alors, si on regarde comment évolue la pointe sur une année, eh ben, c'est relativement intéressant de voir que les usages qu'on appelle hors chauffage, c'est-à-dire grosso modo c'est l'éclairage, c'est l'électricité domestique, éventuellement la production d'eau chaude, tout usage industriel, c'est constant sur l'année. Donc on a la puissance de l'ordre de 60 000 MW. Par contre, le chauffage électrique, c'est ce que vous avez en rouge, et c'est ça qui génère en fait l'essentiel de la pointe. Le 7 janvier 2009, lors du dernier record de consommation, on a atteint 34 000 MW, c'est-à-dire l'équivalent, je dis bien équivalent, parce que dans la réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est sur les pics, c'est pas le parc nucléaire qui fait ce qui manque, c'est d'autres moyens de production. Mais c'est l'équivalent de 34 réacteurs nucléaires qui auraient été mobilisés rien que pour le chauffage électrique. Donc, équivalent à la moitié du parc français. Enfin, pas 34 parce qu'ils sont un peu plus puissants. On va dire 25 réacteurs. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ces pics qu'on voit entre l'été et l'hiver, qu'on voit au sein de la saison de chauffe sur une année, on les retrouve aussi dans la journée. Il se trouve qu'on a une énorme variation entre 4 heures du matin, où pour différentes raisons, il y a des chauffages qui sont pas forcément ralentis, parce que le chauffage est assez constant, le chauffage est en orange. Par contre, on a tous les usages d'éclairage la nuit, hormis les enseignes publicitaires qui sont normalement éteintes, enfin, l'éclairage est éteint, et les activités tertiaires sont en dessous, là, sont au minimum. Et à ce moment-là,
partir de 4 heures du matin, ben, tout le monde se réveille, allume et ainsi de suite. Les activités de bureau augmentent, et donc on crée un premier pic du matin, et on a un deuxième pic le soir. Et en général, c'est le pic de 19 heures, qui est fatal, parce que on va dire que tout le tertiaire, tout le commercial est encore en fonctionnement, et encore éclairé, et vous rentrez à la maison, vous allumez, vous prenez une douche, enfin vous faites différentes choses. Voilà, donc en fait, c'est assez intéressant de se rendre compte que cette variation, là elle paraît sur le graphique qui est en base 0, elle paraît pas si importante que ça, mais on passe quand même de l'ordre de 60 000 MW à 85 000. Donc on est de l'ordre d'une vingtaine de tranches nucléaires qu'il faudrait mettre en route comme ça. Il est commencé, bien sûr, que le nucléaire ne réagit pas comme ça, parce que les montées en puissance sont très longues. Ça je vais le passer. On va vite se rendre compte que ça génère un certain nombre d'inconvénients, comme par exemple que toute cette électricité qu'on n'est pas capable de produire en base, elle est produite par les moyens de pointe qui sont du fioul, du charbon et du gaz. Alors, la fameuse indépendance énergétique de la France vantée sur le nucléaire, on se rend compte qu'elle devient assez théorique dans le sens où, entre 2006 et les projections à 2030, on aura à peu près une multiplication par 6 des consommations de gaz pour la production d'électricité. Aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs privés s'installent sur le créneau de la production de pointe pour installer des turbines à gaz qui produiront en fait essentiellement sur la pointe, à partir de gaz. Et un autre petit point qui est quand même intéressant, c'est que même si on dit que c'est un des kilowattheures les moins chers à produire, le kilowattheure nucléaire, ou enfin, en tout cas le kilowattheure électrique, la multiplication du chauffage électrique pour les bâtiments neufs, c'est de l'ordre de 70% de tout ce qui est construit en neuf qui est chauffé en électrique. On aboutit quand même à des prix de kilowattheure qui sont beaucoup plus élevés que toute autre source d'énergie, même avec les augmentations qu'il y a eu sur les dernières années. Ça veut dire que, quoi qu'on fasse, les ménages qui emménagent dans des maisons ou appartements chauffés en électrique vont payer à peu près le double en facture énergétique. Donc on a du mal de justifier que c'est une énergie, je dirais même socialement vertueuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est encore une des raisons de plus de regarder une alternative. Générer des négawatts, c'est-à-dire réduire la pointe et pas simplement essayer de la gérer comme on fait aujourd'hui en installant des moyens de production supplémentaires. Donc, pour ça, on va rentrer dans le scénario. C'était un petit peu un apéritif de poser le problème au niveau de l'électricité. Il n'y a pas que l'électricité, bien sûr. L'électricité, c'est un problème assez d'actualité, parce qu'il y a énormément d'usages qui vont vers l'électricité. On a des consommations d'électricité qui sont, elles, suivaient, en tout cas jusqu'à l'année dernière, une augmentation tendancielle de 2% par an. Donc on va voir qu'en fait on doit agir énormément sur la demande d'énergie avant de parler de production, alors que jusqu'à aujourd'hui les raisonnements ont toujours été faits. Vous avez un problème, il y a un problème de pointe, mais il suffit d'installer des capacités de production supplémentaires pour produire plus, travailler plus, pour produire plus. Voilà. Alors un petit point, tout à l'heure on parlait du peak oil, il se trouve qu'il y a un pic en fait, de production pour la plupart des ressources rares dans l'environnement. L'uranium, qui est une ressource rare, connaîtra aussi des pics de production. Alors on peut décliner des pics selon le prix de rachat de l'uranium, mais dans tous les cas, si on regarde la courbe, suivant plusieurs scénarios d'achat de coût du combustible d'uranium, donc là on est à 40 $ le kilo, ça génère un premier pic. Si on est prêt à le payer à 130 $, ça génère un second pic un petit peu plus élevé, parce qu'en fait on est capable d'aller en chercher plus, mais nettement plus cher, et on peut avoir un troisième pic. Mais dans tous les cas, ces pics de production ne dépassent pas 2030-2040. Ce qui veut dire qu'une relance massive de programmes nucléaires à l'échelle mondiale auront beaucoup de mal à se fournir en combustible à partir de l'horizon 2030. En sachant que l'analyse de cette courbe est assez intéressante, c'est qu'en noir, on a la demande des réacteurs actuels, et en rouge, on avait la production mondiale. Et la différence, là, où la production d'uranium a été très très faible sur les dernières années, c'est la consommation des stocks stratégiques. Parce qu'en fait, il y avait eu des stocks constitués très importants d'uranium, alors stratégiques, pas forcément militaires, mais des stocks. Et les stocks ont été consommés, et ce qui va relancer, à partir de maintenant, une grosse course au gisement d'uranium et à la maîtrise des gisements d'uranium.
Alors, le nucléaire ou la lampe à pétrole? Bonne question. J'ai repris ce petit dessin sympathique dans la maison écologique. Négawatt, trouver une autre énergie. Donc j'espère que ça vous intéresse autant que le petit personnage. Pour synthétiser un petit peu ce qu'on a dit, les horizons, alors quand on dit la fin des ressources, évidemment, c'est pas en 2040 qu'on extraira le dernier baril de pétrole, on en extraira encore jusqu'en 2100, sauf qu'on en extraira tellement peu qu'il aura une valeur à peu près sans limite. Donc on parle de 2040 pour le pétrole, uranium, 2075, par contre les problèmes d'approvisionnement arrivent beaucoup plus tôt. On peut considérer qu'à partir du moment où on a 200 ou 300 $ le baril, on a des problèmes d'approvisionnement, parce que tout le monde n'est plus capable de se le payer, et la société ne peut plus fonctionner de la même manière. Le gaz naturel, comme tout calcul de... Juste un petit point. Vous savez comment on calcule des années de réserve? C'est tout bêtement la réserve géologique divisée par la consommation de l'année. Si chaque année vous augmentez de 2 ou 3% de votre consommation, une réserve théorique à 2040 peut fondre très vite à 2030. Tout simplement parce que c'est le rythme actuel, c'est le stock divisé par le rythme actuel de consommation. Si le rythme actuel de consommation est une exponentielle, et ben, le chiffre qu'on donne là, il est faux l'année d'après de son édition. Et ensuite, malheureusement, il y a des réserves de charbon assez importantes et assez bien réparties géographiquement. C'est-à-dire qu'on trouve du charbon un peu partout. Ça a bien souvent été la base de l'industrialisation dans les pays occidentaux. Le charbon, et très paradoxalement, le charbon a empêché qu'on fasse disparaître totalement les forêts européennes. Parce qu'avant l'usage de charbon, le combustible était le bois, et le début de l'industrialisation sur le bois a mis à genoux énormément de forêts. En fait, si on prend un petit peu de recul sur l'histoire énergétique mondiale, c'est une course vers la densité énergétique. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait que l'homme comme énergie. Ensuite, on a de l'énergie animale, qui est une densité un petit peu supérieure, mais qu'il faut nourrir, donc qui nécessite de l'agriculture. Et ensuite, on est en utilisation de l'énergie du feu. Bon, on a utilisé l'hydraulique, bien sûr. La première révolution, enfin le début de l'industrialisation, c'est surtout sur l'hydraulique, donc des moulins. Un petit peu ensuite sur les moulins à eau, les moulins à vent, la mouture, le moulin à huile, ainsi de suite. Et en thermique, le bois. Et ensuite, quand arrivait le charbon, on a augmenté la densité énergétique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une intensité énergétique locale beaucoup plus grande par le charbon, ce qui a permis toute la révolution industrielle, et le déplacement, le train, et l'industrie lourde, la sidérurgie. On fait pas de l'acier avec du bois. Il faut une intensité énergétique plus importante. Et ensuite, si on continue l'histoire, derrière le charbon, qui est un combustible solide, qui a un certain nombre d'inconvénients, et d'inconvénients de pollution aussi, est arrivé les produits pétroliers, qui ont des combustibles liquides, qui sont l'idéal pour la mobilité. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on n'a pas trouvé mieux que les produits pétroliers pour la mobilité, c'est-à-dire les véhicules. Alors les véhicules, déjà, alors les avions, le jour où les avions tourneront à autre chose que du kérosène, c'est pas de mal à veille. Un avion qui fonctionne à l'hydrogène, je crois qu'il y a un prototype avec un réacteur à l'hydrogène et l'autre réacteur au kérosène, parce que sinon l'avion, il vole pas une demi-heure. Donc voilà, on monte vers la densité énergétique. Les dernières années, on utilise beaucoup le gaz naturel, on parle beaucoup du gaz naturel comme une ressource, on va dire, le milieu, même pas. Jusqu'à la fin des années 90, on le brûlait sur des torchères, sur les champs pétroliers. Parce que le gaz naturel n'était pas difficilement transportable, n'était pas considéré comme quelque chose d'intéressant. On utilisait le pétrole, qui est extrêmement facile à transporter, alors que le gaz demande des infrastructures très lourdes, des gazoducs. On parle du fameux gazoduc Nabucco en Europe. C'est un coût phénoménal. J'ai plus le chiffre en tête, mais je ne sais plus si c'est 10 ou 20 milliards de dollars, d'euros, juste pour faire un tuyau. On n'a encore pas payé le gaz qui passe dedans. Et le problème, c'est que le gaz naturel, si on fait une substitution massive sur le gaz naturel, les réserves écrites là ne veulent plus rien dire. Si on en consomme 2 fois plus par an, les réserves diminuent par 2. Voilà, et donc la seule bonne nouvelle, c'est que les énergies renouvelables, elles existaient avant l'homme, elles existeront après l'homme, et elles sont à peu près illimitées. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce que ça veut dire. Donc je vous disais, premier problème, ressources énergétiques épuisables, et en partie épuisées. Deuxième problème, impact climatique. Émissions de CO2, un chiffre à retenir, on va dire entre 9 et 10 tonnes par personne d'émissions, et par an d'émissions de CO2 en France, en sachant que
ce qu'on peut appeler notre crédit émission, en tout cas la quantité qu'il ne faudrait pas dépasser pour maintenir le réchauffement climatique dans quelque chose, je ne vais pas dire de maîtrisable, mais en tout cas qui ne devient pas trop délirant, ce serait 2 tonnes, c'est-à-dire de réaliser un facteur 4 à 5 minimum sur les émissions françaises. On retrouve cette histoire de facteur 4 qu'on entend parfois, et son origine est là. Ce qu'il faut voir, c'est que le CO2, qui est par essence un gaz transparent, malheureusement, malheureusement, il n'est pas rouge. Si le CO2 était rouge, on le verrait partout, ou jaune, enfin, n'importe quoi qui soit visible, on verrait d'où viennent les émissions de CO2 et on pourrait dire ah lui, il émet plein de CO2. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Et pour se représenter ce que c'est que les émissions de CO2, on a quelques petits exemples. Un aller-retour Paris-New York, c'est 1,5 tonne de CO2 par personne. Donc, ça veut dire que quand vous avez fait votre aller-retour Paris-New York, faut presque vous abstenir de respirer jusqu'à la fin de l'année, parce que vous avez quasiment épuisé votre quota. Par contre, des choses qui paraissent un petit peu moins spectaculaires, une petite voiture, 14 000 km par an, sans la climatisation, on est déjà à 2,3 tonnes. Donc on a déjà dépassé le quota, donc on se rend compte que la mobilité individuelle, généralisée, elle ne passe pas dans le crédit d'émission. Et si on va dans des choses qui font beaucoup plus mal, chauffage au fioul pendant l'hiver d'une maison peu isolée à Paris. Alors on prend toujours Paris, mais je viens des vols. Donc on va être plutôt à 12, 13 tonnes, 14 tonnes. Là, on est dans le vis-à-vis du crédit émission de 2 tonnes, on est dans le dément complet. Et si on regarde un aspect très important, parce que là on a parlé de mobilité, on a parlé de chauffage, on a parlé d'avion, c'est encore la mobilité. On va parler aussi un tout petit peu de nourriture, parce qu'on sait que de toute façon, c'est complètement lié. Et la production d'1 kilo de viande de bœuf sans son transport, alors qu'après on sait encore qu'il va être copieusement transporté, c'est de l'ordre de 31 kg de CO2. Donc vous imaginez, si vous deviez porter les émissions de votre steak quand vous l'achetez, vous ne l'achèteriez pas, parce que vous trouveriez ça beaucoup trop lourd. Alors, on a parlé des ressources. Vous allez dire des ressources, oui, mais si on est économe, ça peut durer encore un certain temps. Le climat, pareil. Le seul problème, c'est qu'on multiplie ça par un tendanciel de consommation. En fait, je vais dire c'est quasiment le seul problème, parce que de tout temps, l'homme a consommé des ressources plus ou moins renouvelables. Ça a duré très très bien pendant des millénaires, sauf qu'aujourd'hui, c'est un problème de proportion et de mesure. On est beaucoup trop élevé, et surtout sur des tendanciels qui sont souvent assez exponentiels. Si on regarde en France l'augmentation des carburants, la consommation des carburants routiers en 30 ans, on est sur une augmentation de 250%. Alors on a une petite substitution de l'essence vers le gazole, qui a ses justifications surtout sur le fait qu'il est moins fiscalisé. Mais si on poursuit ce tendanciel, on arrive très très vite à des choses qui sont un peu absurdes. Alors on va faire un petit exercice assez sympathique, pour ceux qui l'ont déjà vu une fois. Je parle de gaspillage, et comme j'ai dit tout à l'heure, le CO2 il n'est pas coloré en rouge, donc vous ne le voyez pas. Et bien, le gaspillage, c'est la même chose. Éventuellement, on peut le ressentir ici, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. On sait que c'est un gaspillage par rapport aux conditions qu'il faudrait pour être confortable. Maintenant, on va essayer de le visualiser, parce que le début de l'approche négawatt, l'approche dite de sobriété, elle est d'identifier en fait les gaspillages autour de nous et de comprendre pourquoi c'est un gaspillage. Parce que sinon, on en arrive vite à des raisonnements, et on a un président américain très célèbre qui a dit « Notre niveau de vie n'est pas négociable ». Quand on analyse un petit peu comment vit un Américain avec ses 90 km moyens pour aller à son travail par jour, dans son gros pick-up, je ne sais pas si c'est une qualité de vie. Moi, personnellement, si je devais faire 90 km par jour en moyenne pour aller à mon travail, j'aurais changé de travail depuis longtemps. Mais voilà, c'est un problème aussi de prise de conscience. Donc on va regarder le fameux lampadaire Boole, qui est très célèbre chez Négawatt. Vous voyez ce type de lampadaire? Je suis sûr que vous en avez déjà vu autour de chez vous. Sur le campus, il ne doit même rien avoir. Je sais pas. Alors, on va faire autrement. Est-ce que quelqu'un n'a jamais vu ce type de lampadaire? Bon, donc ils existent. Alors, on va partir du principe qu'on va suivre la transformation de l'énergie, de son prélèvement dans l'environnement, jusqu'à son utilisation dans un lampadaire. On va partir d'une base 100. On dit qu'on prélève 100 dans l'environnement. C'est 100 kWh, c'est 100 kg d'uranium, c'est 100 litres de pétrole, c'est 100. Déjà, pour ramener ça, on va dire en France, parce qu'on utilise quasiment plus d'énergie, de sources énergétiques produites en France, donc pour extraire cette énergie, la transporter, la raffiner, la traiter, on va perdre 15.
on va perdre 15%. 15% qui vont partir dans la nature, essentiellement sous forme de chaleur, pour pouvoir amener, j'allais dire, au pied de la centrale, cette énergie. Juste pour indication, en France, pour l'enrichissement de l'uranium, il y a 2 réacteurs à Tricastin qui sont dédiés à l'enrichissement. C'est-à-dire que l'enrichissement de l'uranium consomme l'énergie de 2 réacteurs nucléaires, qui fonctionnent que pour ça. On arrive devant une centrale. Alors qu'elle soit nucléaire ou fuel, elle est thermique, c'est-à-dire qu'elle fait de la chaleur. Il se trouve que, pour différentes raisons, le rendement d'une centrale thermique à cycle vapeur est très faible, surtout quand il est nucléaire. Pourquoi ? Parce que comme on essaie de se protéger quand même du circuit primaire qui est extrêmement radioactif, on a pas mal d'échangeurs, donc on a pas mal de pertes. Il se trouve que le rendement d'une centrale nucléaire, c'est 33%. C'est-à-dire que vous lui amenez 100% d'énergie, elle va vous redonner 33% d'électricité, et surtout, et là par contre ça se voit, je ne veux pas dire que ça se voit pas, ça se voit, il y a 66%, 67% qui partent pour réchauffer les petits oiseaux. Alors ça se voit parce que c'est les belles usines à nuages, comme certains les appellent, sauf qu'en été ça se voit tellement qu'on n'arrive plus à la refroidir. C'est phénoménal. Si on utilisait rien que la chaleur perdue par les réacteurs nucléaires pour les besoins de chauffage, de l'ensemble du chauffage en France, on n'aurait besoin que de 16 ou 17 réacteurs, en utilisant les pertes. Sauf que, pour des bonnes raisons, on n'a pas construit les réacteurs au milieu des villes, bien qu'il y avait un projet au Châtelet de construire une centrale nucléaire au milieu de Paris, qui aurait été idéal. Il y avait le refroidissement, il n'y avait pas de pertes, c'était parfait. Mais on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Elles sont en général assez loin des villes. Ce qui fait que l'utilisation des eaux chaudes de refroidissement sont impossibles, ou alors très anecdotiques, comme avec des alligators à Tricastin. Et donc en fait elle est perdue, elle est entièrement perdue. Ce qui fait que quand on analyse le système complet, sortie de centrale électrique, il ne reste plus que 28% de l'énergie qu'on a prélevée dans l'environnement. C'est une belle performance quand même. Et ensuite on va la transporter. Souvent on entend dire ouais, on perd toute l'énergie dans le transport sur les lignes électriques haute tension. C'est vrai qu'on en perd, on perd 10 à 12%. Mais par rapport aux 72% qu'on a déjà perdu avant, ça reste pas grand-chose. Donc quand votre électricité arrive à votre compteur, il ne reste plus que 25% de l'énergie qu'il y avait à l'origine. Belle performance, mais c'est pas fini. Parce que maintenant c'est votre responsabilité. Avant c'est le système. Maintenant on est chez vous. Donc évidemment on va alimenter une ampoule à incandescence sur ce type de luminaire. L'ampoule à incandescence qui rayonne 95% de l'énergie sous forme de chaleur, et qui donc, mécaniquement, n'a que 5% qui est utile. Donc quand on reprend 95% de pertes, il ne reste plus que 2 kWh sur les 100 qui ont été prélevés dans l'environnement qui sont utiles, sous forme de lumière. Alors jusque-là, on a parlé de choses assez techniques. Maintenant, on va se poser enfin les vraies questions qu'on aurait dû se poser avant. Le luminaire est tellement extrêmement bien conçu qu'il éclaire surtout vers le haut. Donc il y a à peu près 80% de la lumière émise qui part vers les étoiles. Donc la lumière qui vous intéresse, celle qui vous éclaire les pieds quand vous êtes sur le chemin, c'est 20%. Donc 20% de 2, ça fait 0,4. On est 0,4 sur 100 à l'origine. Hein. Mais là, c'est encore pas fini, parce que ça reste très technique comme analyse. C'est vrai que si on a un beau luminaire qui éclaire vers le bas, on se dirait, ouais, quand même, ça marche bien, avec une lampe fluo-compacte. Enfin, ou un néon. Mais le problème, et c'est là les vraies questions, et c'est là le cœur du gisement le plus important de Négawatt, c'est que cette lumière est très certainement mal dirigée, bien sûr, que la lumière naturelle est peut-être très mal utilisée. En plus, ces luminaires-là, en général, ne sont pas entretenus. L'intérieur, il y a plein de toiles d'araignée où ils sont tout noirs, où il y a enfin, ils sont très sales. Mais surtout, et le pire des questions, il se trouve qu'il a installé à un endroit où plus personne ne passe depuis longtemps, parce que c'est un gros détour, les gens ils vont tout droit, et en fait, il éclaire personne. Et c'est là où on va trouver le plus gros gisement. Vous verrez des éclairages qui éclairent personne, l'avantage c'est que ça se voit. Après, vous pouvez imaginer qu'il y a des chauffages qui chauffent personne, comme ici, hein, c'est le cas, que vous avez des clim qui refroidissent personne et qu'elles sont beaucoup trop basses. Voilà. Et on va en trouver partout. C'est ça vraiment le cœur de l'analyse sur les gaspillages. Et quand vous commencez à regarder des gaspillages, vous ne voyez que du gaspillage. Pourquoi jusqu'à maintenant on ne s'est pas posé la question? L'énergie ne coûte rien. C'est aussi simple que ça. Si l'énergie ne coûte rien, pourquoi je vais faire attention? C'est exactement pareil que dans votre budget. Si vous avez des choses, si on vous dit que vous pouvez y aller, c'est illimité, comme par exemple, je sais pas, Internet illimité, bah, vous faites pas attention au temps que vous passez sur Internet. Quand il y a un certain temps, vous payez à la minute de connexion,
eh ben, on déconnectait très vite. Alors, 2050, la solution, si on ne trouve pas des solutions alternatives, elles se trouveront toutes seules, vu qu'elles existent déjà. Bonne réutilisation de l'énergie grise des véhicules, traction animale, donc ça marche aussi. Alors, voilà, on est un peu à la question centrale de l'approche négawatt. Jusqu'à maintenant, et c'est un peu notre civilisation et notre société productiviste, à tout problème, la réponse est produire plus. Avant de poser la question. Et surtout, on ne pose pas de question, on donne la réponse avant d'avoir posé la question. Nous, on va essayer de voir comment on peut utiliser mieux l'énergie. Parce que ce que je vous ai expliqué au début, la notion de réserve d'énergie, c'est une quantité physique divisée par un rythme de consommation. Si on consomme moins vite, mécaniquement, on disposera d'une nouvelle réserve d'énergie utilisable sans augmenter les moyens de production et de distribution. Alors, première approche, sobriété, réduire à tout niveau le gaspillage énergétique, tant dans nos comportements individuels que dans nos organisations collectives. Ici, on est dans une organisation collective. Tout un chacun peut me dire, on n'y peut rien, c'est la fac. À la sortie, il y a quelqu'un qui peut aller voir le grand économe de la fac et lui dire qu'il peut faire des grosses économies d'énergie, et en plus, on se tire mieux à l'intérieur. La sobriété, c'est pas moins de confort, c'est mieux vivre avec moins d'énergie, tout simplement. Ou comme Olivier Sidler, un des piliers de Négawatt, l'a écrit une fois où il a dit combien de kilowattheures pour être heureux? Alors posez-vous la question, combien de kilowattheures pour être heureux? En général, c'est pas tant que ça. Deuxième approche, l'efficacité. On verra qu'on a fait tous les travaux de sobriété, qu'on a bien réduit le problème, on pourra maintenant se poser des questions un peu plus techniques, d'augmenter les rendements. Augmenter les rendements du luminaire qui éclaire un endroit où passe personne, ça ne sert à rien. L'ingénieur, il est content, mais dans la réalité, ça ne sert à rien. L'approche énergétique des appareils et des équipements, tant en production qu'en consommation. Et bien sûr, regardez ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire limiter la consommation d'énergie pour la fabrication des appareils. Un exemple tout simple, les voitures. Quel est le plus écolo? Acheter le dernier diesel qui consomme 3 litres 7 ou 8 au 100 ou rouler avec un hybride? Je vous pose la question. Première. Ouais. C'est la première chose. Ouais, perdu, vous continuez à rouler avec votre vieille voiture qui consomme 5 litres ou 5 litres 5 au 100 parce que une voiture pollue pour la moitié sur son cycle de fabrication. En termes d'émissions de CO2, pollution de l'eau, impact environnemental. Ça veut dire que amener au bout votre véhicule, alors je ne dis pas un véhicule qui consomme 15 litres au 100, hein, mais les véhicules des années fin 90, qui consomment l'ordre de 5-6 litres au 100 hein, sur les petits modèles, je parle, les 1,5 litre et 2 litres que vous allez gagner en prenant la prime à la casse et en envoyant à la casse un véhicule qui était très très loin de finir sa vie, qui n'est pas polluant, qui est en bon état, ça, juste pour info, une des plus grosses casses de France de démantèlement de voitures, le personnel s'est mis en grève parce qu'il ne supportait plus psychologiquement de casser des voitures en très bon état, dû à la prime, c'est juste une petite réflexion de sobriété. Voilà la réponse, elle est un petit peu à côté. Continuez à rouler votre véhicule, entretenez-le bien, faites tout ce qu'il faut, mais amenez-le à sa durée de vie. Voilà. Alors continuez pas quand il commence à consommer 10 litres au 100 qui fume de partout. Voilà. Sinon, par rapport à la Prius, la petite diesel a un rendement qui est bien meilleur global. Voilà, ça c'est clair. Alors, parler d'efficacité énergétique, on va toujours rester dans la même chose. Le CO2, on ne le voit pas, hein, il n'est pas peint en rose. Le gaspillage, on le voit quand c'est de la lumière. Le reste du temps, c'est plus difficile. Donc on a inventé un truc tout bête, c'est de mettre une étiquette d'énergie. Et ça a commencé avec les frigos. Et ça a marché très 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 bien. Il n'y a pas eu besoin de taper sur les constructeurs pour qu'ils réduisent leur consommation. Vous allez voir après. Le simple fait de montrer que vous êtes un mauvais élève, c'est pas très très bien vécu dans nos sociétés. Et assez naturellement, vous allez essayer de devenir un bon élève. On a la même étiquette qui est arrivée sur les bâtiments. Il se trouve qu'on a calé le C sur la réglementation actuelle, parce que ça faisait quand même mal de livrer des bâtiments neufs qui n'étaient même pas d'un niveau moyen. C'est moi qui aurais fait l'étiquette énergie, je l'aurais fait un petit peu différemment. Il n'empêche que la moyenne du parc française, elle est entre D et E, en termes de bâtiments. Donc on verra les bâtiments tout à l'heure, il y a un potentiel phénoménal sur les bâtiments. Mais c'est le plus facile. Les bâtiments, pour moi, je ne dis pas que c'est un problème réglé, mais c'est un problème qui se réglera tout seul, parce que c'est rentable et c'est facile. Maintenant, on va voir un petit peu le reste. Alors, l'effet magique de l'étiquette, c'est tout simple. C'est de se dire que les gens, ils n'y connaissent pas grand-chose à l'énergie, ce qui est une réalité. Par contre, quand ils achètent un frigo, entre un frigo qui va être classé A ou B et un frigo qui va être classé F ou G sur la question énergétique, les gens ils ont l'impression quand même d'acheter un truc où ils se font avoir, tout simplement.
l'état du marché européen en 92, quand cette directive est passée, directive qui est passée presque inaperçue au début, eh ben, on était en moyenne autour du E, on va dire. Donc, extrêmement mauvais. 96, il n'y a eu aucune directive pour contraindre les constructeurs. La moyenne s'était placée sur le C. Tout simplement parce que ça la fait pas bien pour un argument de vente d'un commercial d'essayer de refourguer un frigo E, alors que le frigo C n'est pas forcément beaucoup plus cher. Pour la simple raison que l'efficacité énergétique, c'était pas un argument de vente, donc on n'avait pas fait d'effort sur les frigos. 99, on est centré sur le B. Le prix moyen des frigos n'a pas augmenté. Tout simplement, ils ont retiré des gammes les E, F, G, qui étaient devenus invendables, ringards. C'était ringard. À cette époque-là, moi j'ai en 98, moi j'ai acheté un frigo classe B. J'étais très content. Parce qu'il était beaucoup plus cher que les autres, et puis il était quand même réputé déjà consommer à peu près 4 fois moins qu'un classe G. En 2003, on est arrivé à ce qu'on soit centré sur le A, en termes de plus de 50% du marché par modèle était centré sur le A. Et donc à ce moment-là, et ça a été du débat qu'on a tranché assez récemment, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on faisait. On dit on recommence l'échelle, parce que c'est vrai que quand on a fait l'échelle, ben, on s'est arrangé pour couvrir toute la gamme de ce qui existait. Maintenant tout le monde est sur le A. Alors on aurait pu se dire on arrête tout, puis on recommence à mettre A, B, C, D, E, F, G. Hein. C'est-à-dire que ceux qui sont là aujourd'hui, il y en a qui vont se retrouver F, et ainsi de suite. Et c'est là qui a amené, alors je ne suis pas dans le détail, mais les classes A+, et A++. Respectivement 20% de moins que le A, 40% de moins que le A. Et aujourd'hui, on en a qui sont A+++. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, qui sont 60% de moins que le A, sachant qu'un A consomme déjà, alors je ne sais pas s'il y en a qui savent exactement, mais je crois que c'était 5 fois moins qu'un G. Donc vous êtes à 60% de moins que 5 fois moins. Vous voyez le pas qui a été franchi sur les frigos. Donc quand on dit que faire des facteurs 4 ou des facteurs 8, c'est pas possible, sur les frigos, on est très au-delà de ça. Et là, bon, j'ai eu un problème avec mon frigo, j'aurais préféré qu'il dure 20 ans, mais il a duré 11 ans ou 12 ans, et là, il a rendu l'âme. Et pour le même prix, j'ai acheté un A++. Voilà. Donc qui consomme encore, à mon avis, 2 fois et demi moins, enfin 2 fois moins que le B. Donc ça existe. Maintenant, sur le froid, on a fait d'énormes progrès, mais en électroménager et en électricité spécifique, c'est l'électricité que vous utilisez dans la maison, pas pour le chauffage et pas pour l'eau chaude, et elle a pourtant quand même augmenté très fortement, environ 2% par an, depuis les 20 dernières années. Bien qu'on ait introduit ces frigos très efficaces. Et bien pourquoi? Parce qu'entre-temps, vous êtes tous équipés d'une box internet, vous êtes équipés d'un ou plusieurs ordinateurs, vous êtes équipés d'écrans, à une certaine époque d'écrans plasma, qui étaient des consommateurs jusqu'à 4 à 5 fois plus que les tubes cathodiques, et puis avec des diagonales, on a tendance à faire ça. Et le problème, c'est que la technologie ne rattrapera jamais l'effet rebond ou la surconsommation, car le manque de sobriété a amené à avoir plus d'appareils, des appareils qui fonctionnent plus longtemps, même si chacun des appareils est plus performant, globalement continue à augmenter et à ne pas maîtriser les consommations énergétiques. Donc la sobriété, de toute façon, vous ne devriez retenir qu'une seule chose en sortant d'ici, c'est la sobriété énergétique. Bon, pour le reste, on est en pays de vin ici, on peut avoir quelques excès, mais énergétiquement, non. Si c'est du vin bio, ça va. On va parler d'efficacité, parce que quand la sobriété était faite, on peut appliquer de l'efficacité, je vais dire très efficace. Si chez moi il y a très peu d'appareillage et que mon seul gros appareillage c'est un frigo, je vais pouvoir prendre le frigo le plus efficace qui soit. Si j'ai plein d'appareils et que j'essaie d'acheter à chaque fois le plus efficace, je vais trouver que c'est cher. Bah oui, mais ça me sera de toute façon très très cher, parce que si je les achète pas, comme je consomme pas mal par ailleurs, à la fin c'est la facture à la fin du mois. Et après on parlera des énergies renouvelables. Parce que la meilleure façon de tuer les énergies renouvelables, c'est de se dire, bah regardez, on consomme, je sais pas, on a besoin de 80 000 MW d'électricité en France, il suffirait de mettre des éoliennes partout. Il y a quelques écolos comme ça qui ont failli, qui desservent vraiment la cause des énergies renouvelables. Parce que quand on fait ça, on aboutit à des scénarios complètement absurdes où il faut, j'avais lu un scénario comme ça, qui était de l'ordre de 20 000 éoliennes géantes. Il faut couvrir tout le littoral. Alors, on a un des plus beaux littorals d'Europe. Si on couvre systématiquement tout le littoral pour dire qu'il faut produire, on est certain que là, on se met tout le monde à dos et que jamais on ne développera les énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, c'est pas on remplace notre consommation énergétique par des énergies renouvelables. Moi, je vous prouve alors là, que c'est absurde complet et qu'on n'y arrivera jamais. C'est la meilleure façon de légitimer
les énergies très agressives qu'on connaît aujourd'hui, en disant que c'est la seule solution, parce que sinon on n'y arrivera pas. Le renouvelable n'est envisageable qu'après la sobriété et l'efficacité, c'est-à-dire en ayant réduit énormément les besoins. Et à ce moment-là, les énergies renouvelables, je dirais, un petit peu comme toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à l'utilisation des énergies fossiles, a toujours pourvu à nos besoins. Hein, on avait quand même, en région parisienne, c'est assez incroyable, moi j'avais un chiffre sur toute l'île de France, une centaine de milliers de moulins qu'il y a eu en tout cas. Alors, bien sûr, donc sobriété et efficacité agissent sur la demande, c'est-à-dire on agit avant même de consommer de l'énergie. Les énergies renouvelables seront envisagées au moment où on parlera de la production. Alors, on va continuer à insister sur les gaspillages parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le gaspillage, il n'a pas de couleur. Par contre, on peut assez commencer à le voir. Vous voyez cette merveille de bâtiments tertiaires, commerciales qu'on voit sur nos magnifiques zones typiquement françaises de zones d'activité où vous aurez été avec votre voiture parce que vous n'avez pas moyen de faire autrement. Donc voilà, c'est des bâtiments qui sont amortis sur en général 15 à 20 ans, parce que grosso modo, on pourrait les raser après. Il n'y a eu aucun souci de fait sur l'efficacité énergétique. Donc on a des toitures terrasses très mal isolées, on a des façades plein sud totalement vitrées. Là, on trouvera encore du simple vitrage à certaines époques, mais surtout qui vont capter le rayonnement solaire en été de manière phénoménale et qui vont générer des surchauffes. Vous avez vu, il y a un lampadaire boule. Pas fait exprès. Bien sûr, on a un éclairage artificiel en plein jour, et on l'aura aussi en pleine nuit quand il n'y a personne dedans. Comme ça va chauffer, on a bien sûr de la clim pour refroidir. Et été comme hiver, on aura la porte ouverte, avec la clim en été, quand il fait 30 dehors, et avec le chauffage à fond électrique, quand il fait, il y a moins 30 pour la rime, mais c'est rare quand même, quand il fait négatif à l'intérieur. Et moi je sais qu'à une époque, je m'amusais à aller débloquer les portes, parce que ces portes ouvertes, qui sont bloquées avec une poubelle, bloquées avec quelque chose, en disant il y a quelqu'un qui a oublié, quand il est sorti avec un colis, de refermer la porte, en faisant un petit peu le crétin. Et alors au début, les gens ils disaient trop rien. Et très récemment, je me suis fait engueuler plusieurs fois par des gens qui se sont dit ah non, on est un franchisé. Si les auditeurs y débarquent et que la porte elle n'est pas ouverte, je vais avoir des ennuis. Je risque pour moi. Donc c'est bien. Là, on peut agir à un niveau nettement plus élevé. Voilà, donc simple vitrage, pas de masque solaire, on arrête de tirer sur l'ambulance. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les bâtiments tertiaires, qui sont pourtant occupés qu'en journée, consomment au mètre carré ou rapporté par habitant souvent plus que les logements. Alors que malheureusement, on n'est pas dedans. Quand je vous disais que sur le bâtiment, on a des possibilités phénoménales, en Allemagne, qui a pas mal d'avance sur nous sur l'approche énergétique, on réalise couramment des rénovations passives. Alors la rénovation passive, c'est ce qu'on fait d'à peu près plus impressionnant en termes d'efficacité énergétique. C'est comme le frigo. On passe de la maison, de l'appartement classe F à classe A+, en une seule opération. On prend un collectif années 60-70, pas isolé, et puis on lui rajoute 20-25 cm d'isolant, de très bonne menuiserie, une ventilation double flux. Et là, c'est des opérations qu'on réalise pour des logements sociaux. On passe dans les Vosges de 230 kWh par mètre carré à 14. C'est sûr que ça, il suffit de se les traiter tous, on en a beaucoup, des petits collectifs comme ça, et c'est rentable. Donc, pour moi, sur le bâtiment, il n'y a pas trop de questions à se poser. Alors, celui-là, il n'est pas une rénovation passive, une rénovation basse énergie, et vous voyez déjà les courbes qui parlent par elles-mêmes. Là, on n'est pas en train de se dire, on a gagné 20%, on a gagné 30%. On divise par 5 minimum dans le cadre d'une rénovation, je dirais presque pas trop ambitieuse, rénovation à 80 kWh par mètre carré. Ça, c'est des collectifs, je parlais pour des maisons qui sont à 400 kWh par mètre carré, mais on peut atteindre des rénovations chauffage, si on regarde que le chauffage, qui font des facteurs 15 à 20, sans problème, surtout dans les climats froids. Alors on va parler un petit peu des énergies renouvelables par rapport au scénario négawatt. Donc le scénario, c'est le scénario 2006, qui je dirais, méritera prochainement, selon les moyens disponibles, une mise à jour. À l'époque, on mettait un petit peu utopie ou nécessité, parce que la question énergétique n'était pas forcément encore aussi brûlante qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu quelque chose de plus pragmatique que le scénario négawatt. Et les approches de fusion au niveau de production d'électricité à horizon 2040-2050,
d'énergie plus ou moins très technologiques n'ont jamais fait autant figure d'utopie. On a un peu un renversement des valeurs, je pense, en ce moment, qui est assez intéressant. Alors, voilà, je voulais vous parler un petit peu sur un gigawatt. Sur un gigawatt, c'est vraiment quelque chose de très précieux, qui a été mis au point donc, par le collectif de professionnels dans la maîtrise de l'énergie et l'énergie, qui travaillent donc, à titre personnel. C'est-à-dire que ce scénario-là n'a pas été financé, c'est 100% du bénévolat. Vous avez la liste des gens qui ont participé à la rédaction à l'élaboration de ce scénario. Et cette réflexion a l'énorme avantage d'être totalement indépendante. Parce que bien sûr, les scénarios prospectifs que l'État peut nous proposer, ils ont souvent quand même un peu des arrière-pensées industrielles, un peu affirmées quand même. Alors, on va regarder le scénario lui-même. Ça, c'est le scénario tendanciel. Alors, le scénario tendanciel, c'est celui que je vous disais, c'était les scénarios officiels, en sachant qu'aujourd'hui, il y a d'autres scénarios qui sont proposés un petit peu plus, on va dire sobre, un peu plus raisonnable, on va dire. Le scénario tendanciel par usage, on le décline donc sous 3 types d'énergie. L'électricité, vous voyez ce que je vous disais, l'augmentation de 2% par an depuis 1970, corrélée par une belle droite. L'augmentation des carburants, plus de 250% de 70 à 2000, aussi une belle droite. La chaleur, alors un petit peu différent la chaleur. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose en France qui était très bien, simplement on l'a arrêté au plus mauvais moment, c'est qu'on avait une belle exponentielle d'augmentation, et là on a eu le choc pétrolier. Et il y a eu tout ce qui a été le chasse au gaspillage. Alors moi j'ai pas connu ça, parce que moi je suis en 1978, donc j'ai lié en plein dans le chasse au gaspillage. Le seul problème c'est que juste derrière il y a eu le contre-choc pétrolier. Les effets du chasse au gaspillage se sont fait ressentir, mais après on est reparti sur une augmentation de consommation de chaleur, ce qui était normalement incompréhensible parce que les réglementations thermiques sont devenues de plus en plus sévères. Donc on aurait dû avoir tendanciellement une baisse. Alors comment on interprète cette augmentation? Essentiellement pour des raisons d'usage, c'est qu'on a des foyers qui sont de plus en plus petits, tout simplement parce qu'on a des familles monoparentales, on a des familles recomposées, on a des personnes âgées qui vivent seules. Le foyer moyen était beaucoup plus grand avant, et quand vous avez plus de foyers, vous avez plus de bâtiments. Alors sur quoi se base le scénario gigawatt? Il se base sur les meilleures techniques aujourd'hui disponibles, c'est-à-dire pas de rupture technologique, pas de science-fiction. Alors après, ça n'interdit pas qu'il y ait des choses qui soient mieux que ce qu'on a prévu, ça aidera, mais on ne considère pas comme raisonnable de s'appuyer sur des choses qui n'existent pas. Une politique très volontariste de sobriété et d'efficacité, ce que je vous ai décrit auparavant, et un recours important, mais plausible, et surtout calculé, aux énergies renouvelables. On va regarder sur l'électricité. En termes d'appareillage, ce qui est inclus dans le scénario mégawatt, c'est une politique d'efficacité très volontariste sur tous les appareils électriques, avec entre autres une généralisation de la visualisation des consommations. Donc ça c'est l'étiquette. Éventuellement sur certains autres appareils, ils vont vous indiquer combien ils consomment. Ça c'est intéressant, vous avez des petites prises électriques wattmètre, ça coûte 20 €, vous la branchez, vous savez combien consomme votre appareil. Et la limitation de toutes les veilles à 0,1 watt par appareil. Pour information, on avait des veilles qui pouvaient atteindre 10 watts par appareil, toute l'année. C'est assez phénoménal. Au niveau électrique, on base sur une réduction des énergies fossiles et une abandon progressif du nucléaire. Un recours important à la cogénération électricité plus chaleur, une sortie progressive du nucléaire par arrêt des centrales existantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des centrales qui devraient être en arrêt d'exploitation, type Fessenheim, la plus proche de chez moi. Qui, pour des raisons de problèmes de fourniture d'énergie, risque d'être prolongée encore, alors qu'elle a atteint grandement son âge. Le recours sur 2010-2040 aux fameuses centrales à cycle combiné, alors sans rentrer dans des détails techniques, c'est la combinaison d'une turbine à gaz avec un cycle plus classique, vapeur, qui permet d'atteindre 55% de rendement. C'est une technologie qu'on connaît, mais qui est peu utilisée encore aujourd'hui en France. Donc si on regarde au niveau de l'électricité, au niveau production par les énergies renouvelables, si on regarde à aujourd'hui, quelque part par ici, si on regarde l'éolien, qui commence quand même à se développer, mais surtout si on regarde la géothermie, le photovoltaïque ou l'énergie des marées, on est complètement dans le négligeable. La base principale de la production d'électricité en France, c'est l'hydraulique. Il
faut savoir que l'hydraulique, c'est la base de l'électrification en France. Si on a eu une industrie dans les vallées des Alpes, dans les vallées vosgiennes, dans les vallées du Jura, c'est sur l'hydraulique. Et toutes les premières sociétés d'électricité étaient base hydraulique. Et il se trouve qu'en fait, on est presque saturé de nos capacités. On est bien pourvu en France, mais on est déjà presque saturé. Donc si on regarde, le développement majeur se fera sur l'éolien, parce que la densité énergétique de l'éolien est très importante. La biomasse aussi, en cogénération, mais encore plus en chaleur. Hein, l'utilisation du bois en chaufferie bois. Le photovoltaïque, qui bénéficie d'améliorations technologiques constantes, est prévu avec une explosion et une généralisation, on va dire tardivement dans le scénario, avec un énorme avantage, c'est que le photovoltaïque, quand il est installé, il produit. Il produit peut-être pas beaucoup, il ne produit pas beaucoup la nuit, hein, zéro, mais il produit sur la durée de vie du bâtiment. Les capteurs ont des durées de vie de 30-40 ans minimum, et je sais que j'avais lu un article qui disait que les premières cellules photovoltaïques qui avaient été produites dans le laboratoire Bell produisaient encore des milliwatts. Elles sont au musée, alors elles ont perdu beaucoup de leur puissance, mais elles produisent encore. C'est un semi-conducteur, donc c'est assez intéressant, c'est un matériel qui vit relativement bien dans le temps. Voilà, puis on a des énergies un peu plus anecdotiques aujourd'hui, mais qui prendront leur place, comme tout ce qui est les énergies de la mer. Je ne rentre pas dans les détails techniques. En termes d'électricité, ce qui est très important de voir, c'est que le scénario tendanciel, avec son augmentation de l'ordre de 2% par an, nous emmène à des niveaux de consommation absolument phénoménaux. Si on combine les actions de sobriété et d'efficacité, on est capable de réduire et de maintenir, bien qu'il y ait des augmentations d'usage, la consommation électrique à un niveau inférieur à celle de 90, à peu près, de 1990. C'est ce qu'on voit en bleu. Donc sobriété plus efficacité. Ensuite, on est capable, par l'augmentation en vert de la production des énergies renouvelables, de substituer les énergies fossiles fissiles qui sont en gris, avec un croisement à égalité de production en 2030, et un niveau de production de l'ordre de 80% d'énergie renouvelable en 2050. Voilà le scénario pour l'électricité. Maintenant, je vais vous parler du scénario pour la mobilité. Alors la mobilité, c'est le gros problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la petite question piège, c'est quoi le mieux? De toute façon, à partir du moment où vous avez de la mobilité individuelle, il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui. Donc, on table sur une moyenne parc en 2050 de 3,3 litres d'équivalent essence au 100 km. 3,3 litres, les voitures existent quasiment aujourd'hui. Mais là, on parle en moyenne parc. Développement véhicule urbain hybride. Alors là, je ne connais pas les tenants et l'aboutissant du scénario là-dessus. Je dirais que le véhicule électrique urbain, mais véhicule individuel et urbain, c'est pas forcément un bon ménage. L'intérêt, c'est que ça n'asphyxie pas les villes. Maintenant, vu le rendement électrique qu'on a vu derrière, les rendements de batterie, on est très très loin d'une révolution énergétique, parce que de toute façon, on ne fait qu'accroître les problèmes du pic de consommation électrique, parce que les gens ils vont rentrer le soir chez eux et ils vont brancher la voiture, en plus de brancher le reste. Et on va tomber en plein sur le pic. Donc, quelques voitures électriques, c'est joli, ça ne fait pas de bruit, mais sur une approche globale, c'est loin d'être une solution. Alors après, si on a des capteurs photovoltaïques sur le toit avec la batterie, elle charge tout le long de la journée, ça peut être différent. Mais on est loin d'en être là. On table sur une réduction d'environ 30% des quantités de déplacement par véhicule, c'est-à-dire passer à 10 700 km au lieu de 14 000. Donc ça, c'est une pure action de sobriété. Vous vous déplacez moins. Ah, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Ça, c'était un graphique que j'avais ajouté en plus dans la présentation qui montrait en fait la relation entre la mobilité et la densité urbaine. Ça m'étonne qu'il ne passe pas, bref. Il montrait en fait que l'urbanisme, c'est presque la chose la plus importante au niveau de la consommation énergétique. Ça, c'est une approche qu'on a chez un bureau d'études où on fait pas mal de volets énergétiques, d'analyse environnementale de l'urbanisme. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est dans la constitution de nos villes que quasiment on fige tous les problèmes énergétiques. Et par exemple, on analysait dedans que ce qu'on appelle les grands ensembles. On nous dit que les tours et les grands ensembles sont une solution. C'est du faussement dense. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous êtes dans la tour, ça semble dense. Par contre, entre deux tours, entre deux bars, vous avez des grands no man's land vides, dans lesquels en général il n'y a pas grand-chose, et qui sont extrêmement faussement denses. Je peux vous dire que l'habitat le plus dense qui soit, c'est l'habitat haussmannien. Vous allez à Paris, alors je ne sais pas si dans le centre de Dijon c'est comme ça,
Mais on n'a jamais fait plus dense que l'habitat haussmannien, pourtant on se limite à 7 étages. Mais on a une densité énorme. Et il y a une autre figure de densité qui est très intéressante, parce qu'elle est très vivable, c'est ce qu'on appelle l'habitat individuel dense. Alors certains appellent l'habitat en bande, mais si tout bêtement c'est l'habitat de village. Moi j'habite dans les Vosges, la figure traditionnelle du village lorrain c'est le village rue. C'est-à-dire qu'en fait toutes les maisons sont mitoyennes, chacun a un voisin de chaque côté, et par contre il a une parcelle privée devant et derrière. C'était des fermes, mais il y a aussi des cités qui sont faites comme ça. Et en fait, ces morphologies de village datent d'une époque où on n'avait pas de mobilité généralisée et que tous les déplacements se faisaient à pied ou éventuellement de traction animale. Donc la densité urbaine des vieux centres et la densité des villages, elle est presque en nature optimum parce qu'elle ne pouvait pas faire appel à une énergie gratuite, une énergie conçue comme gratuite pour la mobilité. Donc en fait, les solutions dans l'urbanisme sont très importantes et je pense que c'est des choses qu'il faudra absolument se poser comme question. Parce que les lotissements et les zones d'activité, on en prend pour 30 ans avec une mobilité individuelle généralisée. Ça, c'est évident. J'aurai des choses intéressantes à montrer là-dessus, mais pas le temps. Voilà. Au niveau des déplacements urbains, on sait que c'est un problème, parce que l'urbanisme qu'on hérite aujourd'hui, qui continue à se faire, c'est l'urbanisme des zones, où on zone, on parque les lotissements là, la détente ici, le commercial là, et puis le centre pour aller voir le musée. On le payera sur les années qui viennent. Et ce qui fait que l'analyse modale fait qu'on aura du mal à réduire la mobilité individuelle et qu'au final, les kilomètres urbains parcourus sont prévus de passer d'un peu moins de 80% aujourd'hui en voiture à 60% en horizon 2050. C'est pas très ambitieux. On pourrait faire beaucoup mieux, mais c'est pas facile. Idem, les déplacements interurbains, c'est-à-dire entre villes, aujourd'hui plus de 85%, seraient ramenés à 70% véhicules avec une substitution essentiellement sur le train. La mobilité marchandise. Aujourd'hui, il y a des études de l'ADEME qui ont montré que vous polluez par votre mobilité individuelle pour la moitié, et l'autre moitié, c'est les marchandises transportées pour vous. Ça veut dire que c'est comme si vous aviez une deuxième voiture qui roule à peu près autant que la vôtre, une voiture fantôme, qui transporte toutes vos courses. Je ne parle pas encore de quand vous allez au supermarché, c'est ce qui a été transporté avant. Alors de Chine, voire de l'autre bout de l'Europe pour ce qui est ou par avion pour ce qui est des denrées alimentaires. Donc le scénario prévoit un transfert partiel vers du transport poids lourd vers le ferroutage, qui n'est pas une solution de sobriété mais une solution d'efficacité. On continue à transporter énormément de marchandises. Une efficacité améliorée de la motorisation poids lourd, en sachant qu'il n'y a pas grand chose à gagner encore là-dessus. Et la modélisation est très difficile, c'est un petit peu ce que j'essayais de vous dire. Très fortement dépendante de nos choix de société sur les déchets, l'alimentation et la relocalisation de l'économie. Dit autrement, ce qu'on présente là est une approche qui ne fait pas une révolution dans nos usages, une révolution serait souhaitable. Donc au niveau de la mobilité, bien qu'on dit qu'on n'est pas très très ambitieux, par rapport à des scénarios qui disent qu'on sera toujours plus mobile, qu'on transportera toujours plus de choses parce qu'on produira toujours plus de choses plus loin, on a quand même une capacité sur l'approche du scénario négawatt d'économiser à peu près entre les 2 tiers et les 3 quarts du scénario tendanciel. Par contre, quand on se situe en 2050, la substitution par les énergies renouvelables est très faible. Parce que les seules énergies renouvelables au niveau des carburants, c'est des énergies assez faussement renouvelables qui s'appellent les agrocarburants, qui génèrent des gros problèmes par ailleurs et qui sont très certainement une mauvaise solution, ou pas une solution du tout. Donc en fait, la substitution par les renouvelables sur la mobilité restera le gros problème. Maintenant, on va parler de la chaleur. J'allais dire, c'est là où ça se passe pas trop mal. Alors, ça, c'est des approches qui datent du scénario 2006. Personnellement, avec ce qu'on a pu faire en études sur des cas réels, on atteint des facteurs 4, des facteurs 5, des facteurs 8 sur les bâtiments qui me font dire qu'on a encore des réserves de gains énergétiques sur les consommations globales assez importantes. Par contre, il faudrait s'y mettre, c'est-à-dire se mettre à rénover les bâtiments et les rénover complètement. Le pire qu'on puisse faire, c'est faire une petite intervention. Il faut rénover BBC, enfin niveau BBC, niveau basse énergie, systématiquement des bâtiments, et on peut aller quasiment jusqu'au niveau passif sur les collectifs, et c'est toujours finançable. Enfin, en tout cas, nous, sur tout ce qu'on a travaillé, jamais on a arrêté un projet en disant non, on n'en est pas capable de financer. Les prêts s'autofinancent, il y a des prêts bonifiés pour les logements sociaux, c'est presque plus par un manque de culture, et aussi de culture de bureau d'études,
qu'on ne le fait pas aujourd'hui. Voilà, donc là, le scénario est basé sur des facteurs 2,6 environ sur l'habitat et sur le tertiaire, en sachant que pour la chaleur, on prévoit un recours généralisé au solaire, avec une surface totale de capteurs thermiques qui est 154 millions de mètres carrés, c'est pas forcément, ça parle pas forcément, mais c'est 11% des surfaces disponibles de toit, et c'est 2,4 mètres carrés par habitant. Grosso modo, visuellement, c'est un chauffe-eau solaire sur chaque maison. Contribution totale, environ 5% de l'énergie totale, et environ 50% de l'eau chaude sanitaire serait produite par du solaire. Aujourd'hui, je dirais que le chauffe-eau solaire est très bien accepté, et si les constructeurs n'en profitaient pas des crédits d'impôt pour vendre le matériel beaucoup plus cher qu'il y est réellement, c'est vraiment quelque chose de très rentable. Voilà, après on peut faire 36% pour le logement collectif, 10% de chauffage des logements, l'eau chaude sanitaire du tertiaire. L'eau chaude pour la thermique de l'industrie, c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils utilisent de l'eau chaude haute température ou de la vapeur, mais on peut toujours faire quelque chose. L'utilisation de la biomasse, donc en termes de chaleur, essentiellement le bois, on a de bonnes marges de manœuvre avec de nouvelles filières type méthanisation qui sont très intéressantes au niveau agricole parce qu'en plus elles assainissent les effluents. Les cultures énergétiques, alors là, attention. Par contre, attention aussi au développement des chaufferies collectives bois, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est surtout des substitutions de gros réseaux de chaleur sur des grands ensembles années 70, qui ne sont pas isolés, et on substitue du charbon ou du gaz par du bois. Donc c'est bien, on émet moins de CO2, et à la limite, plus les bâtiments consommaient à l'origine, plus l'effet de réduction de CO2 est important. Sauf que si on avait commencé par isoler les bâtiments, on aurait installé une chaufferie 4 fois moins grosse, qui consommerait 4 fois moins de bois. Donc je suis à la recherche de bons exemples de chaufferie bois sur des bâtiments isolés. Et, ça va venir. Bon, production de carburant d'origine végétale, je n'en parle pas plus parce que c'est pas forcément la solution. Voilà, donc au niveau de la chaleur, on a des capacités sur le tendanciel d'économiser plus de la moitié et de substituer à pas loin de 80% par des énergies renouvelables. En sachant que le scénario négawatt, c'est un scénario qui se base donc, sur des approches très précises qu'on a évoquées là. C'est pas un scénario maximum, hein. C'est un scénario minimal de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin dans chacun des domaines. Et quand j'ai évoqué les domaines, il n'y a rien qui est révolutionnaire. Donc si en plus on fait des choses un petit peu révolutionnaires, on peut aller beaucoup plus loin. Donc si on fait le bilan global, ça c'était le scénario tendanciel jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure qu'il est quand même d'un niveau d'ambition phénoménal, et de se dire qu'entre 2000 et 2050, les énergies renouvelables sera à peu près pareil, l'uranium, comme on aura le même parc nucléaire, sera à peu près pareil, le pétrole, il en faudra un peu plus parce qu'on aura un peu plus de voitures, le charbon, bon, c'est quand même pas terrible, on va en avoir un tout petit peu moins, et on substitue tout sur le gaz. Ce qui, aujourd'hui, si on regarde dans les faits, c'est ce qui se passe. On a des élus partout qui sont très heureux de démonter les chaudières fuel pour se raccorder au gaz et qui ont l'impression qu'ils ont résolu le problème. Sauf que, alors bon, j'aurai pas le temps de faire tout le lieu sur le gaz, mais autant le pétrole a un cours mondial, le gaz n'a pas de cours mondial parce qu'il est tradé à l'échelle des continents, et que en 2010, c'est une année assez intéressante parce qu'on passe le pic gazier européen. C'est-à-dire que les 4 pays les plus gros producteurs de gaz en Europe, Norvège, Danemark, Angleterre, il m'en manque un. Non, Europe, Union Européenne, passent leur pic de production. Et le gaz, c'est un peu particulier, c'est que le pic de production, quand on l'a passé, on chute vite, parce que le gaz est sous pression. Le pétrole, après, on peut le pomper. Le gaz, quand il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien. Donc, c'est-à-dire que la dépendance va être très 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 forte sur la Russie. Et donc là, les prix barils ne voudront plus rien dire, parce qu'on est sur des approches continentales. C'est-à-dire que si demain, pour X raison, quelqu'un décide de fermer les robinets, on est incapable de se fournir ailleurs. Parce qu'il n'y a pas la flotte de méthaniers, il n'y a pas les terminaux méthaniers. Alors que demain, un pays pétrolier arrête de nous livrer, on est capable de se fournir n'importe où. On paiera peut-être un petit peu plus cher, mais on peut se fournir. Le gaz, c'est pas pareil. Alors, si on regarde le scénario négawatt, quand on le superpose au scénario tendanciel, qu'on a vu précédemment, on a une phase de sobriété qui est réputée ne rien coûter, qui est quand même à peu près 15% du problème. Moi, je suis personnellement
convaincu qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la sobriété. Parce que toutes les expériences de ce qu'on a pu faire dans le bâtiment avec des logements sociaux et des rénovations, quand on commence à utiliser la puissance de la sobriété, on va très loin. Parce qu'on discute avec les gens des vraies choses. Pourquoi vous avez besoin de ça pour ça? Pourquoi on a besoin d'un débit de douche aussi élevé? Pourquoi? Et puis à la fin, on a tout démonté et ça ne consomme plus rien. Et les gens ne sont pas plus malheureux. Ensuite, les actions sur l'efficacité sur l'offre énergétique, actions d'efficacité sur la demande, et ça c'est le cœur de Négawatt, c'est-à-dire réduire des 2/3 les besoins, et ensuite on parle d'énergie renouvelable. Et si on regarde les énergies renouvelables entre aujourd'hui et 2050, et bien grosso modo, à l'œil, il y en a quoi? Il y en a 3 fois plus. Arriver à augmenter quelque chose qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire qui n'est pas très élevé d'un facteur 3, c'est très plausible. Si vous essayez de faire la substitution en tendancielle, c'est-à-dire essayer de faire passer en 2050 de là à là la production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire la multiplier peut-être par 10, on se rend compte que c'est complètement absurde. Donc c'est là qu'il y a, je dirais, le cœur de la démonstration, et qui fait que le scénario est assez implacable, quand on l'a compris, dans sa mécanique interne. Alors évidemment, pour faire le bilan carbone associé, parce que chaque fois qu'on travaille sur les réductions de consommation d'énergie fossile, on réduit les émissions de CO2, évidemment. Et ce que ça vous montre, à l'époque où le scénario a été établi, c'est que pour atteindre un facteur 4 en 2050, où personnellement je trouve que c'est pas encore assez ambitieux, ça revenait à passer par Kyoto. Ça veut dire que c'est loin d'être quelque chose de vraiment révolutionnaire. Parce que Kyoto, tout le monde s'accordait à dire que c'était loin d'être ambitieux. Or, le scénario à facteur 4 passe par Kyoto. C'est-à-dire que Kyoto, qui a été raté sur pas mal d'aspects, était incontournable, tout simplement. Suivant. Donc si on fait un peu la synthèse du scénario, et là je vais bientôt avoir fini, je vais vous laisser la parole. Le gisement en négawatts est de 67% de notre consommation tendancielle. Donc le négawatt, l'énergie la plus écologique et la moins chère, c'est celle qu'on n'a pas besoin de produire. En 2050, on produit 71% de nos besoins énergétiques par des énergies renouvelables. C'est-à-dire ce qui reste, c'est un petit peu de gaz et de pétrole. On est à 1,7 tonnes d'équivalent CO2 par personne. Alors pas au lieu de 6,7, il y a une erreur, mais au lieu de 9 aujourd'hui. On peut aller plus loin, ça c'est évident. Et on a un excellent rendement énergétique. C'est-à-dire l'utilisation de l'énergie primaire qui aujourd'hui est de 67%, c'est-à-dire qu'on perd 33% au total, serait de 93% sur la base de l'approche négawatt. Tout simplement, en général, quand on utilise des énergies renouvelables, on a des rendements sur l'énergie primaire qui sont beaucoup plus élevés qu'avec les usages qu'on a aujourd'hui sur l'énergie fossile. Alors à ce moment-là, on aurait réellement une indépendance énergétique, parce que par définition, si on dépend que d'énergies renouvelables qui sont des énergies locales, on est indépendant. Quand on dépend d'énergie importée, on est dépendant, on ne peut pas le dire autrement. Un développement réellement plus équilibré dans le monde, tout simplement, on sera beaucoup moins demandeur d'énergie dans le monde. Donc on aura beaucoup moins besoin que le Niger nous fournisse de l'uranium et que les pays de l'OPEP nous fournissent du pétrole. Donc ils auront toute liberté de développer leur économie sur autre chose que sur une rente qui ne fait que appauvrir le pays, si on le dit de manière un peu soft, ou piller les ressources, si on le dit de manière un petit peu plus hard. Parce que dire que le pétrole a développé les pays pétroliers, c'est vrai en une partie, mais eu égard à la quantité qui en a été extraite, on aurait pu s'attendre à des développements pour les populations quand même nettement plus importants. Donc voilà, donc l'indépendance énergétique et la sécurité d'approvisionnement à long terme, je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement j'aimerais pas être au gaz, et des centaines de milliers d'emplois non délocalisables par définition, les emplois liés à la rénovation des bâtiments, les emplois liés à la production d'énergie renouvelable, les emplois liés à la relocalisation de produits, de fabrication de produits dont on a réellement besoin. Et on concluait par dire que c'était un scénario de non-regret, ça c'est pour conclure un petit peu sur la phrase du fameux président Bush, niveau de vie n'est pas négociable. Moi j'irais un peu plus loin, c'est un scénario qui est vraiment désirable, parce qu'on sait aussi que la société qui fonctionnera avec ne pourra pas fonctionner exactement comme aujourd'hui. Alors voilà, on avait toujours de petits exemples de Fribourg.
Alors Fribourg, dans les Vosges et en Lorraine, je ne monte plus, parce que tous les élus ont été faire leur pèlerinage à Fribourg, parce que c'est à côté, et puis en général, ils me viennent énervés quand ils sont revenus, ils disent « Oh, il y a des capteurs solaires partout !» C'est bien, c'était pour ça qu'il fallait voir, c'était les bâtiments, c'était les vélos, c'était l'organisation un petit peu plus collective de la vie. Bon, tant pis, vous y retournerez, mais ceci, vous ne regarderez pas les bâtiments. Donc voilà, Fribourg, c'est visuellement, il y a des vélos partout. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le scénario négawatt de Fribourg par rapport au scénario négawatt qu'on prévoit, en 1975, ils étaient à 60% de déplacement voiture. Nous, c'est ce qu'on prévoit en 2050 dans le scénario négawatt. Aujourd'hui, les déplacements vélo ont largement dépassé les déplacements voiture. Voilà. Bon, je ne vais pas parler trop de Fribourg parce que des fois, ça énerve, parce qu'on met du Fribourg à toutes les sauces, mais c'est quand même très agréable de se balader dans Fribourg. Alors attention, Fribourg a aussi le revers de la médaille. Il y a des extensions urbaines qui n'ont rien à voir avec le quartier Vauban. Il y a des petits soucis. La sobriété et l'efficacité, c'est du quotidien. Le jour où on commence à se reposer sur les lauriers, puis qu'on utilise une image de ville solaire pour à côté faire des trucs un petit peu moins bien, eh ben, on peut retomber dans des travers. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Moi j'ai bien aimé la seule tour années 60 qu'ils ont eu, je dirais comme tout le monde, parce que les années 60, il fallait avoir sa grande tour pour faire moderne, qui était très pas belle, et ils l'ont caché derrière des capteurs photovoltaïques. Je trouvais que c'était assez intéressant. Même si dans cette position-là, c'est loin d'être l'optimum pour mettre des capteurs. Mais c'est un petit clin d'œil de dire qu'on peut faire un petit peu d'architecture, de correction architecturale sur nos bâtiments particuliers. Voilà, et puis bien sûr, Solar Fabric, donc une grosse activité sur le solaire, la ville solaire. Pourquoi je vous parlais de Fribourg? C'est que Fribourg, c'est quand même à l'origine un choix du refus d'une centrale nucléaire. Il y avait le refus il y a 30 ans d'installer une centrale nucléaire, où grosso modo l'idée, c'est que vous ne voulez pas de centrale nucléaire, il va falloir vous débrouiller autrement. Ils se sont débrouillés autrement. Et aujourd'hui, ils sont devenus une référence. Il faut voir aussi que ce qui a amené à être Fribourg aujourd'hui, ce n'est pas des écolos. Les Verts sont arrivés de manière importante à la mairie qu'assez récemment. C'est des décisions assez stratégiques. Alors évidemment, c'est quelque chose de très écolo, c'est très bien, mais c'est pas forcément parce que c'était qu'une mairie d'écolo. Et je pense que les écolos sont loin d'être majoritaires. Ce qui est intéressant par rapport au scénario négawatt, c'est qu'il y a le scénario BMU du Bundesminister Umwelt, donc le ministère allemand de l'environnement, qui s'est fait son scénario à lui. Et si on compare le scénario négawatt, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le scénario BMU, il y a un air de famille. Il y a un air de famille, et c'est le scénario sur lequel est basée la sortie du nucléaire allemand. Il n'y a pas trop de secrets. Je passe les détails. Bon, il faudrait analyser un peu en profondeur pour voir exactement les courbes, mais c'est des proches cousins, ces deux scénarios. Voilà. Alors, juste pour terminer là-dessus, négawatt et emploi, j'ai été rechercher une étude qui a été faite par le WWF, qui reprend justement une partie de l'application du scénario négawatt, pour essayer de voir, par rapport au fonctionnement aujourd'hui de la société et le fonctionnement donc, sur les prochaines années, on va avoir des créations d'emplois, ce que j'ai évoqué, sur l'isolation des bâtiments, les énergies renouvelables, éventuellement certaines filières agricoles, transport en commun, mais on doit avoir aussi des destructions d'emplois sur des filières nocives aujourd'hui, comme l'industrie automobile, l'industrie pétrolière, etc. Et donc l'idée était de se dire, est-ce qu'on ne va pas détruire plus d'emplois qu'on va en créer? Alors je ne veux pas vous analyser dans le détail cette étude qui est téléchargeable sur le site du WWF, et je vous incite à aller la voir. Grosso modo, les emplois détruits en filière énergétique sont estimés à 138 000, les emplois en filière automobile 110 000. On a bien vu que l'automobile était capable de détruire ses emplois par elle-même, donc je dirais, c'est pas que la substitution. Par contre, les emplois créés nets, les emplois créés de l'autre côté, de l'ordre de 300 000 dans les filières énergie renouvelable, 560 000 dans l'efficacité énergétique et 48 emplois induits par les économies nettes. Grosso modo, ça fait un solde de 680 000 emplois. Et si on enlève ceux qui sont détruits de ceux du total des créés, on a quand même très largement une création d'emplois. Ce qui est absolument logique, et on ne devrait pas avoir à se faire de soucis sur l'emploi, parce qu'aujourd'hui on a substitué à l'homme de l'énergie. C'est Jean Covici, qui est assez connu pour ses interventions,
dit qu'on a un équivalent d'une centaine d'esclaves thermodynamiques qui bossent pour nous à temps plein. C'est-à-dire que notre consommation énergétique correspond à comme si on avait 100 personnes qui travaillent pour nous, qui n'existent pas, elles sont remplacées par de l'énergie. Donc évidemment, demain, on n'aura jamais 100 personnes qui travaillent pour nous, et on aura beaucoup moins d'énergie. Donc il est évident que le recours à la main-d'œuvre sera beaucoup plus important. Alors ouais, bon, on peut analyser un petit peu le scénario. On a différents contenus en emploi direct, contenus en emploi indirect, parce qu'il y a des filières qui génèrent beaucoup d'emplois indirects par rapport à d'autres. Et par exemple, si on regarde la filière raffinage du pétrole, pour 1 million d'euros, ça crée même pas un quart d'emploi. La distribution de gaz, avec les réseaux qu'il faut entretenir, ça génère déjà 1 million d'euros investis. Alors pour le contenu direct, un peu plus d'un emploi. Par contre, si on regarde sur des choses relativement intéressantes comme le solaire thermique, on a un contenu d'emploi total qui est de 16 emplois par million d'euros investis. Donc on a bien des filières qui sont intrinsèquement beaucoup plus grandes en emploi. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour l'aspect du scénario. Si vous voulez aller plus loin, et je vous incite à aller plus loin, vous allez sur le site de Négawatt, donc négawatt.org, vous y trouverez le manifeste des négawatts sur l'approche de l'énergie, le scénario 2006 actualisé et pas mal d'autres études aujourd'hui sur la pointe énergétique, sur la rénovation systématique des bâtiments, enfin sur tout ce que vous voulez. Je vous invite aussi éventuellement à adhérer si ça vous intéresse, si vous vous sentez concerné. Vous trouverez tout sur le site. Voilà. Et je vous remercie. Ah oui, je vais peut-être oublier. En plus de l'association Négawatt, depuis cette année, il y a un institut de formation et d'études qui s'appelle l'Institut Négawatt qui vient de se créer et qui propose énormément de formations, tant aux professionnels qu'aux particuliers qu'aux élus, je dirais à tout le monde, sur les questions énergétiques. Vous pouvez voir sur le site de l'Institut et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a des choses tout à fait intéressantes et que vous pourrez